عبدي أنا الله في ربيع كرم الله وأتى النصر من 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 الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. Je voulais vous poser une question concernant le problème de beaucoup de sœurs. Aujourd'hui, dans nos établissements, parfois on est contraint on porte des robes et des vêtements longs. Et j'ai l'impression que plus c'est long et plus on a des soucis à intégrer le cadre scolaire. Et je voulais savoir comment réagir en adoptant le bon comportement et réagir face à... Je ne sais même pas pour les Français. Je sais pas si vous avez compris. Je crois que j'ai compris, mais c'est vraiment un grand détour pour arriver au sujet. Donc on dit, est le bon comportement dans tout ça? Je vais y répondre. Je comprends que vous soyez, et en particulier en France, vous vous rendrez compte que la France est une exception en Europe sur cette réactivité très 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 forte sur la question de la tenue vestimentaire, qu'on n'a pas dans d'autres pays européens, qu'on n'a pas aux États-Unis, qu'on n'a pas en Australie. Et donc à partir d'un certain moment, le bon comportement, c'est déjà de rester fidèle, vous, à vos principes. Donc, le principe essentiel du bon comportement ici, vous avez la règle, c'est le haya, c'est la pudeur. Oui. La pudeur en islam, elle a 4 dimensions. 4 dimensions, enfin 4 conditions. Et vous allez voir qu'une des dimensions est liée au contexte culturel et social. 1, ça ne doit pas être, moulant sur le corps. 2, ça ne doit pas être transparent. 3, ça doit être discret. Et la 4e, c'est il faut avoir un soin particulier pour l'esthétique. Il n'a jamais été dit en islam que pour être pudique, il fallait entretenir la laideur. On est d'accord sur ces 4 principes. Non, mais c'est très important. Je suis désolé. Il faut qu'on regarde la réalité en face sur le bon comportement. N'importe quel homme ou n'importe quelle femme dans cette société-là, vous êtes tellement dans un univers qui met en évidence l'esthétique et tout ceci. Être bien, c'est de se sentir avec une certaine esthétique. L'esthétique, c'est pour soi. Il y a 2 façons même de se maquiller. Il y en a qui se maquillent pour l'autre. Elle dit, ah non, je voulais pas la séduction. Attends. Quand même. Et il y a une façon d'être bien pour soi. De se sentir bien pour soi. La discrétion et l'esthétique peuvent aller ensemble. Et ça, c'est une question de conscience. Là, un moufti peut venir et puis lui voir des choses. Non, ça c'est vous et vous. Vous savez, dans cette relation-là. Alors quand on en vient aux habits, à la tenue vestimentaire, on sait que ce qu'on veut, c'est une certaine pudeur. Donc après, c'est à vous de trouver une façon de rester pudique qui soit pas choquante pour le contexte social, mais tout en vous permettant d'être bien avec vos principes. C'est parfois une question de sensibilité, une question de subtilité, mais c'est important. Mais effectivement, à un moment donné, il y a certaines personnes, et je les comprends, je ne suis pas d'accord avec la lecture qui dit que la seule couleur véritablement islamique est noire, pour les femmes par exemple. Mais je peux comprendre que des femmes si elles se sentent bien avec ça, après il va falloir assumer le contexte social, parce que la couleur noire est essentiellement la couleur du Moyen-Orient. Par rapport aux femmes, c'était ça au départ. Mais ça n'empêche personne de s'habiller en noir ici. Mais après, chacun et chacune doit trouver les moyens de ceci. Et ça, c'est très très subtil. Et personne ne peut juger une femme à partir du moment où vous êtes en face de vous-même. Et que vous vous regardez dans la glace et vous vous regardez dans votre propre vie et que votre sincérité est « je veux être bien avec moi-même, je veux être bien avec ma discrétion, ma pudeur et mon esthétique ». Eh bien, faites-le. Et assumez-vous avec dignité et avec courage, parce que la communauté musulmane, elle est prête et très rapide à juger d'un côté comme de l'autre. Soit on est trop habillé, soit on n'est pas assez habillé.
la communauté musulmane, à cause de ces questions de règles, finit par mettre en évidence la règle et ne soupçonne pas, et ne veut plus soupçonner l'idée qu'une femme ou un homme ne se détermine pas uniquement par des règles, mais par un chemin spirituel, par un rapport à la règle qu'il faut respecter. On n'a pas tous la même façon de respecter la règle. Il y a des règles, il faut qu'on les respecte tous de la même façon. On prie 5 fois par jour, mais la façon dont on va prier, la façon dont on va le vivre, c'est complètement différent et personne ne peut nous juger là-dessus. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Moi, c'est peut-être une question, moi, je pense que ça fait partie de l'éthique. C'est par rapport, je voulais savoir en fait, qu'est-ce que le salafisme? Parce que je trouve que c'est un phénomène de mode. J'ai essayé de faire des recherches et il y a plein de trucs contradictoires, excusez-moi le terme. Et je voulais vraiment savoir qu'est-ce que c'était. Bien, il y a un lien quand même. Ça n'a rien à voir avec l'éthique, mais il y a un lien. Et en particulier sur certains courants, comment ils gèrent le rapport à la loi. Alors, qu'on soit bien clair, parce qu'il faut que vous fassiez très attention. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la terminologie, où les mots, bien entendu, ont de l'importance et les définitions ont de l'importance. Vous aurez remarqué, par exemple, qu'à un moment donné, on a eu un déplacement. Vous avez vu dans ce qui se passe au Nord Mali, tout à coup, on a commencé à dire des islamistes, des islamistes, des islamistes. Et on ne sait plus très bien de qui on parle, qui est qui, parce qu'on parle aussi d'islamistes en Tunisie, on parle aussi d'islamistes en Égypte, on parle d'islamistes en Afghanistan, on parle d'islamisme un peu partout. Et donc si ceux-ci, c'est le même nom que ceux-là, qui est qui et où va-t-on dans cette détermination? Raison pour laquelle il faut qu'on revienne de l'intérieur et que l'on sache 5 choses. 1. Le concept de salaf. Il faut que vous connaissiez ce qui est la définition normative et scientifique du mot salaf à partir de notre tradition, qui revient à ce que le prophète avait dit en parlant des générations qui vont le suivre. Et salaf et salih est considéré comme les compagnons qui ont vécu avec le prophète et tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont suivi, et tabi'in, c'est-à-dire les 3 premières générations, on considère que ceux-ci, ce sont des salafs. Et quand, jusqu'au début du XXe siècle, le mouvement des Nahda, de la Renaissance, qui était chrétien et musulman, a à l'intérieur de lui eu des gens comme El-Avrani ou Mohamed Abdou et d'autres qui disaient « Mines Salafiyya », il voulait dire « Nous sommes un mouvement qui se réconcilie avec les 3 premières générations et l'énergie spirituelle du départ. » C'est-à-dire revenir à une certaine période de l'âge d'or, de l'âge d'effervescence, où les musulmanes et les musulmans, suivant les traces du prophète étaient en confiance, sans que ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème, parce que tout de suite après la mort du prophète, il y a des assassinats, il y a eu des morts. On n'idéalise pas mais c'est une période dans la référence religieuse qui était celle-ci. Donc, et salaf, ça veut dire ça. Deuxième élément, il y a salaf et salaf. Pourquoi? Parce que dans les premières générations, on va avoir 2 courants. On va avoir un courant de personnes qui suivent Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, et Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhuma. Ce sont 2 jeunes à l'époque qui deviennent qui sont des suivants, et l'un d'eux va poursuivre le prophète al-salam. Alors regardez comment ça joue. Quand il suit le prophète al-salam, il veut faire exactement comme le prophète al-salam, littéralement. Littéralement, il va s'asseoir sous le même arbre, la dent était cassée, il voulait se casser la dent, il veut être le même littéralement. Et donc on en est arrivé à un courant de pensée qui s'appelle Ahl el-Hadith, c'est-à-dire ceux qui suivent le texte et ceux qui suivent la littéralité du texte. Il y a un autre mouvement d'Abdallah ibn Mas'ud qui eux vont être liés à l'objectif du texte. Qu'est-ce que le texte veut dire? Et on va les appeler Ahl el-Ra'. Donc parmi les salafs, on a un courant littéraliste et un courant qui essaye de comprendre ce que veut dire le texte. Et pour avoir le meilleur exemple de ceci, c'est ce qui va se passer durant la vie du prophète, pas après, pendant sa vie. C'est-à-dire on est vraiment dans les salafs. Quand il dit à un groupe de personnes, après être revenu d'une bataille, il les envoie à Banu Qurayza et il leur dit « Vous ne prierez pas Salat al-Asr avant d'être parvenus à Banu Qurayza. » Et donc ils se mettent en route, le groupe. Et ils sont encore en route et c'est le Asr. Et il y a un groupe qui dit, le prophète a dit, vous ne prierez Salat al-Asr que là-bas, donc on ne prie pas. Les autres disent, non, vous n'avez pas compris. C'est l'heure de la prière, il faut qu'on prie. Il a voulu dire, soyez là-bas avant Salat al-Asr. Donc il a voulu dire, dépêchez-vous. Mais quand l'heure de la prière vient, il faut prier. Ils sont tous les 2 groupes. Donc il y a un groupe qui a prié et l'autre qui n'a pas prié.
Ils sont revenus vers le prophète sallam et il a accepté les deux interprétations. Celle littéraliste, il a dit de pas prier, on prie pas. Celle qui comprenait le sens et dit il faut qu'on arrive. Donc vous avez deux types de salafis. Des salafis qu'on va appeler littéralistes et des salafis qu'on va appeler plus réformistes, au sens ils comprennent le au-delà du sang. Et après, au XXe siècle, on va avoir des mouvements qui sont des salafis littéralistes. Ceux qu'on appelle aujourd'hui faussement, en termes scientifiques et normatifs, les wahhabis, eux ils ne s'appellent pas comme ça, en fait ce sont des salafis littéralistes, c'est-à-dire ils suivent une lecture du texte tout à fait littérale, et donc c'est là où on a un problème avec la règle, c'est que parfois ils disent la règle tu lui obéis même si tu ne comprends pas. La règle c'est comme ça, quand vous êtes en France, on applique la règle, c'est comme ça, la règle dit, et ils vont très très loin, parfois ils sortent les gens de l'islam. Parfois, des chouyours, ils les mettent à l'extérieur de l'islam. Il y en a même certains, moi, des fois, on m'envoie sur Internet. Il y en a qui téléphonent à des chouyours en Arabie Saoudite, qui ne me connaissent pas. Ils leur traduisent ma pensée, comment eux, ils l'ont compris. Et des fois, ils n'ont même pas compris. Et ils vont demander une fatwa au cheikh qui va dire celui qui a dit ça, c'est un kafir. C'est quelqu'un qui trahit l'islam. Quelqu'un qui dit, par exemple, pour certains, on est dans une société laïque, on respecte la loi. Il dit celui qui dit ça, lui, il sait même pas de quoi on parle. Il a une vision tout à fait partielle, mais il est littéraliste, c'est-à-dire il prend les choses à la lettre. Et vous avez un autre courant, qui est le courant qui va exactement faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire quelle est la raison d'être, quel est l'objectif, quelle est la sagesse. Et donc vous avez deux mouvements. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ça, c'était le salafi début du XXe siècle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ceux qui ont pris le dessus, ce sont des mouvements salafis qui sont littéralistes. Et maintenant, c'est difficile d'utiliser le mot salafi dans les journaux, parce que par exemple, mon amie française Caroline Forest est allée chercher dans un livre, à un moment donné, je dis, mais moi je suis du mouvement salafi réformiste, c'est-à-dire je veux revenir au texte et comprendre les objectifs, pour vivre avec mon temps. Elle a dit, ah, il a utilisé le mot salafi, donc il est salafi. Voulant dire par là, il est salafi, c'est-à-dire il est littéraliste, c'est bien la preuve, c'est le même combat, ils sont tous les mêmes, ils jouent sur les mots. Elle n'a pas la connaissance de cette catégorisation scientifique, elle utilise les mots médiatiquement, mais ça marche aujourd'hui. Et là aujourd'hui vous avez un nouveau mouvement salafi, littéraliste, qui depuis 15 ans a changé de stratégie. Il y a 15 ans, ils n'entraient pas en politique. Maintenant ils sont en train d'entrer en politique en Égypte, en Tunisie, et au nord du Mali, ils ont commencé à intervenir. Mais ça avait déjà commencé avant, en Afghanistan. Depuis 15 ans, on a une transformation. Des salafis qui disaient la politique c'est du kufr, maintenant ils sont dans la politique. La question qu'on doit se poser, c'est qui les pousse? Pourquoi est-ce qu'ils entrent comme ça? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Tout à coup, en nous disant... moi, une fois, j'avais fait une conférence ici, il y a longtemps, dans les années 2000, au tout début, quand je venais, fin des années 90, et j'avais dit participer aux élections et tout ceci. J'ai eu un groupe de jeunes, des salafis littéralistes, qui dit le mot intikhabat, il n'est pas dans le Coran, la démocratie c'est du kufr. Ah oui, ils voulaient en découdre. Vraiment, c'était un groupe, ils m'ont fait peur un peu, sur la façon dont ils voulaient en découdre. Moi j'étais pour la paix et tout, mais bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui a changé. Et là maintenant on a un autre mouvement qui est apparu, qui est ce qu'on appelle les salafis djihadistes. C'est-à-dire qu'ils ajoutent à la littéralité la violence de l'intervention. Et donc maintenant, c'est extrêmement difficile d'utiliser le mot salafi si on l'utilise comme on s'est utilisé dans les médias. Mais moi, je vous ai dit tout ceci parce que votre question, elle pose une question de fond. Dans notre compréhension de la règle, l'un des grands problèmes que je peux avoir, moi, avec certains salafis, c'est la lecture littéraliste. Mais tant qu'ils ont une lecture littéraliste pour eux-mêmes, et qu'ils ne vous mettent pas en dehors de l'islam, eh bien c'est leur choix, ils ont le droit. Mais parfois, c'est la règle sans l'esprit, sans la spiritualité. C'est très sec, c'est très un halal ou haram. Et donc c'est bien une question qui touche à ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut qu'on en sorte de cette position-là et qu'on en vienne à quelque chose d'un peu plus profond, Inch'Allah. Salam alaikum. Je voulais simplement demander, par rapport à votre travail que vous faites, vous avez entrepris un travail de recherche au Qatar, et donc vous dites qu'il faut un petit peu... L'objectif c'était d'actualiser et de contextualiser les règles islamiques et les limites et l'éthique.
Mais comme vous parlez du contexte, en fait, comme vous le faites au Qatar, avec des savants qui viennent un petit peu de partout, et des savants du contexte, mais savants de quel contexte? Et puis le résultat, ça sera une éthique que vous formerez pour quel contexte? Vous entreprenez un travail qui est un peu englobant, c'est-à-dire mondial, mais chaque pays a son propre contexte. Et les règles que vous en tirez, elles reviennent à quel contexte exactement? Ça, c'est une excellente question. Je vais y répondre en passant d'abord par juste une réaction par rapport à ce que vous disiez. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que de dire, par exemple, tout ce qui se passe à l'école, c'est de la faute à l'école française. Et en même temps, me demander à moi de faire un livre sur la femme. Ce serait bien qu'une femme, aujourd'hui, prenne la plume et écrive là-dessus. Mais on m'a déjà posé la question souvent de le faire. C'est vrai que j'ai écrit des articles, j'ai écrit des chapitres. Et je travaille d'ailleurs dans le centre, c'est un des sujets, mais pas simplement la femme. Moi, je vais vraiment poser la question de l'homme et de la femme, parce que je pense qu'il y a énormément à dire sur l'homme dans la compréhension de l'islam aujourd'hui. C'est un vrai problème. Un vrai problème. On a un vrai problème masculin, avant d'avoir simplement un problème féminin. On a un vrai problème masculin. Deuxième des choses, par rapport à l'école, il faut qu'on fasse attention, parce que des jeunes vous entendent. Il y a effectivement aujourd'hui, dans le système scolaire en France, des vrais problèmes. Et il y a une école à 2 ou 3 vitesses, en particulier quand il s'agit des cités ou de la banlieue, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez illogique d'envoyer dans les cités, dans les banlieues, des enseignants qui ne sont pas formés pour aller finalement se confronter à des réalités extrêmement difficiles. Maintenant, ça, c'est une responsabilité de l'État. Elle ne touche pas simplement les musulmanes et les musulmans, elle touche toute la population française, et il y a un vrai besoin de réforme de l'école française. D'ailleurs, de beaucoup de systèmes scolaires à travers le monde. Maintenant, il faut aussi qu'on dise une chose. C'est-à-dire qu'il y a, de la part des parents, une nécessité à devoir s'engager beaucoup plus par rapport à l'école. Beaucoup plus. Vous savez, Youssouf Islam, Cat Stevens, quand il a fait ses écoles islamiques, il a fait des écoles, il a mis de l'argent, à la fin il vient vers moi, 20 ans après, il me dit, le plus grand problème que j'ai eu, c'est pas les élèves, le plus grand problème que j'ai eu, c'est pas les enseignants, le plus grand problème que j'ai eu, c'est les parents. C'est-à-dire, ils réussissent en 2 heures à la maison à détruire ce qu'on fait pendant 7 heures pendant la journée. Donc à partir d'un certain moment, il faut qu'on regarde nos responsabilités. Il faut vraiment que d'un point de vue social, que du point de vue de l'engagement des parents, de l'engagement des papas, parce que l'un des gros problèmes que l'on a, c'est le père absent aujourd'hui. Et ça, c'est international. Le père absent, il vient... Qu'est-ce que c'est le père absent? C'est pas qu'il est complètement absent. Il vient uniquement quand il y a la règle. C'est-à-dire quand il y a la punition, quand il y a la limite. Il vient pas dans l'accompagnement. Il n'accompagne pas l'élève à réussir. Il lui sanctionne et il dit... Et certaines mamans, d'ailleurs, elles jouent le jeu. En disant, si tu continues comme ça, je vais en parler à ton père. Et donc on est dans une relation culturelle et une relation à l'enseignement qu'il faut que nous réformions. Il n'y aura pas de meilleur avenir scolaire si on ne s'engage pas par rapport à ça. Vous avez vu ce qui s'est passé, cette nouvelle par rapport au lycée de Lille, lycée musulman qui arrive en tête de tous les lycées de France. Et ça veut dire qu'il y a eu un engagement des enseignants, de parents. Il y en a qui ont fait confiance à l'institution. Il faut qu'à un moment donné, on se prenne en charge. Le système scolaire, il est ce qu'il est. Dire que c'est de sa faute complètement, à mon avis, c'est pas juste. Je pense qu'on a une co-responsabilité, qu'il faut s'engager, et qu'en fait, finalement, le système français a besoin de parents, a besoin de citoyens qui s'engagent à y participer à sa réforme positive et ouverte. Maintenant, par rapport à votre question, parce que elle est très importante. Au moment où j'ai écrit le livre « La réforme radicale », je traitais de cas d'études à la fin, donc il y avait tout l'aspect théorique, puis 3 d'études, il y avait 7 champs d'études. Et je posais énormément de questions. Et certains sont venus vers moi et m'ont dit « Mais ce livre, c'est bien, il est bien ce livre, mais il n'y a que des questions. » Je dis « Ben oui, j'ai pas les réponses. » Moi, dans ces domaines-là, je ne suis pas un économiste, je suis pas j'ai enseigné pendant des années, mais j'ai pas les réponses à l'éducation, j'ai pas les réponses à la question de la nourriture. Moi, ce que je veux, c'est qu'on pose des questions. Et alors, comment on fait?
À un moment donné, je me retrouve, contrairement à tout ce qui est dit, mais j'entends des délires et j'entends des jeunes qui sont en train de suivre du n'importe quoi sur Internet en disant Tariq Ramadan s'est intégré dans l'axe américano-sionisto-qatari. Il est dans une... Il dit, mais il prend de l'argent, mais ils savent rien. Je veux dire, je prends aucun argent de tout ce travail-là. Mon salaire, c'est Oxford. Mais maintenant, s'il travaille à Oxford, ça veut dire que je soutiens le gouvernement britannique. Ça veut dire que Noam Chomsky aux États-Unis, il soutient Bush. Mais c'est n'importe quoi. Cette espèce de vision conspirationniste de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est devenu. Tout ça, je n'en parle même pas. J'ai pas le temps à perdre avec ça. Mais par contre, je suis enseignant invité là-bas dans la relation que j'ai avec Oxford, c'est dans mon contrat d'Oxford d'aller là-bas, et je me trouve dans la Education City, où moi je suis très critique par rapport au Qatar, l'Arabie Saoudite, par rapport à tous ces pays dont je ne suis pas d'accord avec la politique. Je peux me tromper, je peux avoir raison, mais j'ai toujours été critique et je suis resté dans cette ligne. Mais quand je vois des gens là-bas qui mettent de l'argent, non pas pour acheter uniquement des palaces et être dans la corruption, mais produire de l'éducation et des institutions, moi je me dis, au moins là, il y a quelque chose à retirer. On va pas jeter tous les enfants avec le bébé, avec l'eau de tous les bains. Regarde, là, on se dit, au moins là, il y a de l'argent qui est mis pour l'éducation. Donc moi, je m'inscris dans ceci, toujours critique par rapport à l'État, mais dans l'institution académique. Et tout à coup, on me donne la possibilité de dire, ce livre-là, ces questions-là, ben vas-y, maintenant tu as la possibilité de le faire. Je dis 2 conditions, indépendance financière, indépendance politique. Je dis ce que je veux, quand je veux, et je l'ai prouvé d'ailleurs dans les livres ou dans mes interventions publiques, j'ai toujours été critique. Et donc je me suis engagé là-dedans. À partir de là, on commence à rentrer dans le domaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de fixer 3 choses. 1, la méthodologie. C'est-à-dire, d'abord de fixer, les domaines. On en a déterminé 10. L'éducation, l'environnement, l'économie, les médias, la psychologie, la nourriture, les relations hommes-femmes, etc. Il y en a 10. Si vous regardez les brochures, vous verrez, il y a 10 domaines. Et il y en a un 11e qui est le manhajiyya, c'est-à-dire la vision de comment on fait ça avec les textes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On établit une méthodologie. Cette méthodologie, c'est de prendre dans chacun des domaines, premier élément, 2 questions extrêmement précises sur comment on peut aborder ces questions en ayant des savants du contexte sur ces questions-là. Alors les savants du contexte, c'est une bonne question. Comment on va les choisir? Il y a 2 critères. 1, c'est qu'ils soient des experts dans leur domaine. 2, qu'ils aient le souci éthique. C'est-à-dire, ils ne veulent pas simplement la performance, ils questionnent le sens de ce qu'il faut. Et donc, par exemple, première rencontre, où on avait des chouyours comme Cheikh Ben Baya qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, Cheikh El-Qardari qui est ici, Cheikh Abou Radda, et puis Cheikh El-Raïsouni. On les amène 6 savants du texte, 4 savants du texte, pardon. Et on a amené 4 savants du contexte, 2 médecins, un spécialiste mondial qui vient des États-Unis de la bioéthique, et une autre femme, et on les assoit. Et qu'est-ce qu'on fait? On développe une méthodologie. La méthodologie, qu'est-ce que c'est? C'est que les savants du contexte vont interpeller les savants du texte en disant, attention, voilà la complexité du problème. Donc notre but, c'est pas d'apporter des réponses pour le monde entier, c'est de développer une méthodologie qui ensuite doit être dupliquée parce que certaines réponses seront locales, mais d'autres seront internationales. Par exemple, en termes de bioéthique, à un moment donné, je vous donne un exemple. Le Cheikh El-Raïsouni, qui a écrit sur les maqasid, il commence à développer toute une réflexion sur la bioéthique. Ça va s'occuper d'un élément tout à fait précis sur les organes et tout ceci, sur quelles sont les limites dans comment est-ce qu'on gère les questions de la rapport à la vie. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit, mais on doit poser la question de savoir qu'est-ce que c'est la médecine au bout du compte. Et là, des savants du contexte, eh ben, ils entendent ceci et ils comprennent bien le problème. Le problème, c'est pas d'avoir une éthique sur un détail et oublier que pour nous, la médecine, c'est pas uniquement la gestion des cellules, c'est le rapport au corps, c'est le rapport au cœur, c'est le rapport à l'être. On a une médecine qui dit, la médecine traite de l'être, elle traite pas des organes, elle traite pas de qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et lui, tout à coup, devant nous, dans la séance, ça percute. Et il dit, c'est ça qu'il faut poser. Donc on revient en amont. La référence islamique éthique dans ce domaine-là impose aux musulmans non pas de tomber dans le piège des catégorisations scientifiques qu'on nous impose, mais de questionner. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est la méthodologie. Maintenant, on va le faire dans chacun des domaines avec un premier souci comme première étape. Dans chacun des domaines, on veut une sorte de code éthique.
C'est-à-dire, dans la bio, là maintenant, la prochaine fois, on va parler de l'art. Ensuite, on va avoir la question de la politique et éthique. On ne va pas donner des réponses pour chaque pays. On va développer une méthodologie qui mette en évidence aujourd'hui la nécessité d'amener les deux savoirs ensemble, en termes éthiques, et questionner la façon dont les fuqaha donnaient des avis pour en amener, pour changer de perspective. Ce que j'ai appelé dans le livre le déplacement du centre de gravité. Voilà. Maintenant, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons n'est pas un problème de contextualisation. Je peux contextualiser autant que je veux, mais si je n'ai pas la bonne méthodologie, je suis perdu. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de regarder la France, c'est de regarder la France et de développer une méthodologie qui nous fasse mieux comprendre la France à partir de nos références. Et non pas simplement de traduire une législation. Parce que finalement, si on ne comprend pas ça, on va arriver à avoir des législations et une pensée légale totalement éclatée, sans centre, sans axe. C'est ça qui me gênerait. Voilà, j'ai pris du temps pour cette question parce qu'elle est très très importante sur le sens. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. Je suis désolé, j'ai plus le temps parce que j'ai une conférence dans 1 heure. Juste... Allah, Allah.